Ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est quand même des Eh ben, rebonjour, des personnes un peu de la première conférence et puis de nouvelles personnes aussi. Donc, merci à tous d'être restés ou d'être venus pour cette deuxième conférence. On reste toujours au Japon, bien sûr. Et puis, donc aujourd'hui, je vais vous présenter la partie donc plutôt sur les Alpes japonaises et notamment l'ascension donc du mont Fuji. Donc, je vais plutôt regarder la caméra aussi. Je m'assure que ce sera mieux. Donc, moi, mon dernier voyage au Japon, c'était en 2019. Donc, j'y suis partie essentiellement, alors pas pour faire du tourisme, mais pour faire l'ascension de montagne dans le cadre d'un projet caritatif. Je vais un peu parler de ce projet-là aussi, juste pour faire l'introduction. Et après, on partira ensemble au Japon, donc au sein des montagnes japonaises. Alors, je parle un petit peu de mon parcours, ça peut peut-être intéresser voilà, les gens qui apprennent le japonais. Alors moi je viens de l'université Jean Moulin Lyon 3, j'ai appris le japonais là-bas, j'ai fait un master anglais et japonais, et grâce à l'université, donc j'ai pu partir une année en échange à Kyoto, à l'université de Ryukoku. Et donc c'était l'une des les plus belles années de ma vie. Enfin, je suis restée 3 ans et demi au Japon au total, 3 ans à Kyoto et puis quelques mois à Tokyo. Niveau professionnel, je suis rentrée en 2011, donc du Japon. Comme vous le savez, donc il y a eu l'accident, la triple catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011. Et donc je suis rentrée en France et c'est là où j'ai trouvé un travail donc, dans la société Toshiba. Juste avant ça, j'avais fait un petit stage à l'ambassade de France, qui s'est raccourci à cause de l'accident nucléaire. Et désormais, donc depuis 2 ans maintenant, je travaille au bureau consulaire du Japon à Lyon. Alors j'aime beaucoup les associations, donc j'aime bien avoir une vie bien rythmée, bien active. Donc je fais partie de l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai et c'est dans ce cadre-là donc qu'on se voit aujourd'hui. Une association donc franco-japonaise et qui est basée à Victor Hugo à Lyon. Et je faisais partie avant de l'association Nos voisins lointains 3.11 qui aidait en fait les sinistrés de l'accident nucléaire de Fukushima
Donc on faisait des dons et on organisait des événements avec ces familles sinistrées ici à Lyon. Alors maintenant, ça fait un peu trop de travail, je dirais. Donc voilà, j'ai arrêté mes activités en tant qu'administrateur là-bas. Alors l'association Lyon-Japon Nihonjinkai, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc on existe depuis 2009. Alors avant, il y avait une association, mais pas sous le format, je dirais, officiel. Il y avait quand même une bonne communauté japonaise à Lyon. Faut savoir, en métropole de Lyon, il y a près de 1000 Japonais. Donc, il y a beaucoup d'entreprises japonaises aussi. Et cette association, donc, elle a été créée, c'est sous le nom de l'association, sous la loi de 1901. Elle existe depuis 2009, donc ça fait 13 ans. Et notre objectif, c'est de réunir la communauté japonaise de Lyon et de sa région et de présenter la culture japonaise aux Français. Et afin d'accomplir donc ces objectifs, on organise beaucoup d'événements, de grands événements, 4 dans l'année, et puis il y a des petits événements, je dirais, 1 fois par semaine. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, le projet qui s'appelait Partage au sommet, on peut voir le logo aussi un petit peu à droite. Ça a commencé en 2019, j'avais arrêté mon travail chez Toshiba, et donc là je ne savais pas quoi faire, j'avais des offres d'emploi pour travailler ici à Lyon, ou pour travailler donc au Japon. En fait, c'était pas ça que je voulais faire exactement, donc je suis allée à Annecy pour grimper un peu les montagnes. Donc c'est le mont, c'est la vue du mont Verrier qu'on peut voir à gauche, à droite vous reconnaissez l'ancienne prison d'Annecy. Et je suis allée là-bas voilà, pour réfléchir sur ce que je voulais faire. Est-ce que je pars au Japon? Est-ce que je reste en France? Qu'est-ce que je fais? Et c'est là en fait où j'ai eu l'idée d'un projet, un projet en fait où je pars dans plusieurs pays dans le monde pendant plusieurs mois. Je suis partie 6 mois et je grimpe les montagnes de ce pays-là. Et à chaque fois que j'arrive au sommet ou au col, et ben je tendais un grand drapeau que j'avais. C'était le drapeau de l'amitié franco-japonaise. Où il y avait je crois, voilà, on voit le drapeau donc en haut à droite. Je brandissais ce drapeau, je me prenais en photo s'il y avait personne, ou je demandais à quelqu'un de me prendre en photo. Et toutes ces photos, après, je les relayais sur les réseaux sociaux et je faisais un appel aux dons. Donc, les personnes reversaient de l'argent. Et cet argent était reversé à 2 associations, donc l'association Lyon-Japon Nihonjinkai et l'autre association dont je vous ai parlé, Nos voisins lointains. Donc, en fait, je grimpais des sommets pour collecter de l'argent, enfin des dons, et ces dons, après, je les ai reversés aux associations. Donc, c'est à Annecy que tout a commencé. Et oui, bon là, c'était le sac à dos, le drapeau, il y avait le logo du projet. Bon, c'est moi en haut de la montagne, quoi, en rose. Et c'est un ami qui a fait ce dessin-là. À droite, on peut voir sur le sac à dos, il y a deux peluches, puis il y a un kendama. Dans chaque pays, j'avais un kendama, vous savez, c'est le bilboquet japonais. Donc il y a des gens qui connaissent pas, donc à chaque fois que j'arrivais dans un refuge ou sur un sommet, je m'amusais avec. Les gens disaient « Oh, qu'est-ce que c'est je peux essayer ?» Donc à 4000 mètres ou à 5000 mètres, on s'amusait à essayer de faire un peu de kendama. Et je le laissais en fait dans un endroit à chaque fois, dans chaque pays. Donc là actuellement, il y a plein de kendama qui se baladent un petit peu partout. Et les peluches, c'est... Ah oui, j'adore les peluches. Et bon, c'est des peluches qu'on m'a offertes. Ils avaient des noms aussi. Les gens me donnaient des peluches après, à la fin. Faut partir léger quand on part en montagne. Ça, c'est le premier conseil. Bon, les peluches, voilà, c'est pas trop lourd. C'était l'année du sanglier en 2019. Donc c'est pour ça que j'avais une peluche sanglier. Le poulpe, c'est juste parce que c'était mignon. Et après, les autres, c'était des dons de... Et en fait, je le faisais un peu comme dans Amélie Poulain, vous savez, le film où elle prend en photo le nain, en fait, avec un paysage célèbre derrière. Donc à chaque fois, j'avais une belle vue de montagne, je prenais les peluches en photo. Et je diffusais ça sur les réseaux sociaux aussi. C'était le côté amusant. Et les objectifs du projet, je les ai un petit peu dit aussi. C'était vraiment partager un petit peu tout ce que je voyais à travers les voyages, faire cette collecte de dons. Il y avait aussi partir à la rencontre de soi-même et puis des autres aussi, parce qu'en voyageant, on part à la rencontre des cultures. Et après, c'était réaliser un challenge physique, parce que toutes ces randonnées, sauf le Mont Blanc, je les ai fait toutes seules. Donc, je partais à l'aventure avec mon sac à dos et puis le matériel. Et voilà, les dons, ils ont été reversés, donc c'était lors de l'Assemblée Générale de l'association Lyon-Japon Nihonjinkai, aux associations franco-japonaises. Et le projet en lui-même, oui, c'était des fonds personnels. Alors ça, c'est les pays où je suis allée. Donc il y avait le Pérou en premier, ensuite il y avait la Réunion, après le Népal, le Japon, et un peu Suisse et Italie également.
Je vous montre juste, voilà, une photo par pays, en fait, pour vous dire, voilà, j'ai commencé par le Pérou, l'île de la Réunion, très très belle aussi, le Népal, la Suisse, ça c'était le Mont Blanc, et le Japon. Voilà, et là on va parler du Japon. Alors, on a vaguement parlé tout à l'heure, mais voilà, au Japon, bon, on parle des 3 paysages les plus beaux, mais on parle aussi des montagnes sacrées. Il y aurait 3 montagnes sacrées où il y aurait une déesse souvent, voilà, qui habite dans la montagne au Japon. Il y a le mont Haku qui se trouve dans la préfecture de Hyogo, donc vers Kobe. Il y a le mont Tate, donc qui est dans la préfecture de Toyama, un petit peu au nord de Nagano. Et vous avez bien entendu le mont Fuji, qui est la plus haute montagne du Japon, du haut de ses 3776 mètres, dans la préfecture de Yamanashi, et pas très loin de Tokyo, à peine 2 heures en bus. Donc j'ai parlé de deux sujets en particulier. Le premier, c'est le trek que je voulais faire dans les Alpes japonaises, et après je parlerai du mont Fuji. Donc je commence par le trek. Ce que je voulais faire, alors on voit un peu le tracé en bleu, alors c'est pas ma carte, parce que j'en ai pas trouvé, mais l'idée c'était de partir du mont Tateyama, donc on a vu là, la deuxième photo, et de descendre jusqu'à Kamikochi. Alors c'est pas une longue distance, c'est 70 km à peu près, mais c'est quand même 6 jours, voire plus de trek. J'avais que des cartes japonaises, et j'y suis allée en juillet. Et je voulais faire cette traversée, voilà, seule, en dormant de refuge en refuge. Donc là, je n'avais pas de tente. Enfin, j'avais une tente, mais je voulais dormir de refuge en refuge. Et s'il n'y a pas de refuge, eh ben, j'aurais planté ma tente. Et en fait, cette particularité de ce trek, c'est qu'on traverse beaucoup de crêtes. On est toujours à 2000 mètres d'altitude. Et on monte souvent. On monte au début, on est à 3000. Et après, on est toujours à 2000 mètres d'altitude. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des treks en montagne. Celui-là, en l'occurrence, je l'ai fait. C'est vrai? Ah mince, moi j'ai pas pu le faire. Ça, c'est la deuxième. Je confirme exactement ce que vous dites. Ouais. Vous êtes allé quelle période? Je l'ai fait début octobre. Donc, début octobre. Les refuges étaient fermés, donc j'ai pu faire que 2 nuits en refuge, et sinon je l'ai fait sous tente. Ah bah bravo, bravo. C'est un peu tard, début octobre, mais ouais. ça se fait bien. Alors il y a beaucoup de monde entre juillet et août, en effet. D'accord. Je l'ai fait de mon côté aussi. Ouais. Et sinon, c'est bien desservi par les refuges. Ça se fait bien en août-septembre. D'accord. Juillet, seulement sur fin juillet, parce qu'il y a encore de la neige. Et septembre, ça peut être un petit peu le risque. Ouais. On l'a fait à 2. Je l'ai fait avec mon épouse. Et c'est vrai qu'il y en a un qui parlait des typhons tout à l'heure. Donc en septembre, il peut y avoir des typhons. Ah oui. C'était en octobre 2019 et il y a eu le grand typhon. Donc on a décalé un petit peu, mais on l'a fait ça se fait en 6 jours, d'accord. 6 ou 7 jours. Ouais, c'est vous qui devez venir à ma place en fait pour parler de votre trek. Je vous écoute avec attention. D'accord, bon, c'est gentil, merci. Alors oui, donc sur la période, donc on a un auditeur voilà, qui a fait ce trek. Alors tout à l'heure j'ai dit je n'ai pas pu le faire, je vais expliquer pourquoi. Et pourquoi il faut accepter la défaite aussi de temps en temps, parce que souvent au bout du tunnel, il y a autre chose qui nous attend. Et mais ouais, non, c'était un bon début de trek, on va dire. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, pour ceux qui aiment la rando aussi, il y a un magasin qui n'est pas français, vu le nom, il y a le magasin Montbel, qui fait très français au début. Je pensais que c'était une société française qui s'était implantée au Japon, mais non, c'est bien une société japonaise où on peut acheter son matériel de trek, qui est aussi de bonne qualité, je trouvais, et pas très cher. Donc quand il nous manque des choses, c'est très bien d'aller là-bas. J'ai mis une petite photo de clochette de Suzu en japonais, parce que souvent au Japon, dans les forêts, il peut y avoir des ours. Alors j'en ai pas rencontré personnellement, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, on se balade toujours avec peut-être une petite clochette sur soi pour éloigner, pour faire peur un peu aux ours. J'ai pas vu des ours, j'ai vu plutôt des serpents, même à 2000 mètres. Mais oui. Alors, pour aller au point de départ, donc Tateyama ou Murodo aussi, on prend le train de Tokyo, donc il y a une partie en Shinkansen, puis après il y a beaucoup de trains qu'il faut prendre, des trains locaux. Alors j'ai pas mis toutes les photos, mais il y a beaucoup de correspondances, mais au Japon c'est tellement bien fait, on prend le train, il y a sa correspondance, 6 minutes après, le train attend bien sûr, il n'y a pas de retard, donc
Donc voilà, on prend plusieurs trains, plusieurs funiculaires pour se rendre donc à Mulhodo, le point de départ du trek. Alors Mulhodo, alors ça, la photo de gauche, ce n'est pas une photo que j'ai prise, mais parce que j'y suis allée en juillet, mais en février ou peut-être en janvier, il y a ce grand mur de glace qui est très connu en fait à Mulhodo. On passe en bus, on peut s'y arrêter, faire des batailles de boules de neige aussi, je pense, toucher le mur. Donc voilà, à cette époque, quand j'y suis allée en juillet, le mur n'était pas aussi impressionnant, mais il y avait de la neige, et énormément de neige à 2500 mètres. En France, l'été, en juillet-août, on fait beaucoup de randonnées, 2005, 3000 mètres. Il y a très peu de neige, ou il y a des petits névés un petit peu, mais c'est très facile, on n'est pas obligé d'avoir l'équipement de l'alpiniste. Et quand je suis arrivée donc à la station, hein, donc à droite, j'ai rempli le papier pour dire je me rends à Kamikochi à pied, toute seule, oui, toute seule. Et il me dit vous avez vos piolets, vos crampons. Il fait mais non, ça va aller, c'est en juillet. Puis je pensais que c'était une prévention un peu à la japonaise, en fait, dire c'est un peu dangereux, mais en fait ça allait pas trop. Et puis moi j'étais en mode très casse-cou. Et en fait j'aurais dû écouter le monsieur. Alors là, je parle des refuges. Je fais juste, voilà, j'aurais dû mettre cette slide au début. J'aurais dû écouter le monsieur en fait parce qu'il m'a prévenu que c'était très difficile, qu'il y avait beaucoup de neige. Et alors j'ai pas pris de photos là où il y avait beaucoup de neige parce que j'essayais plutôt de me sauver moi en fait. Mais en fait, on faisait des pas dans la neige, on faisait une sorte de trou pour pas essayer de tomber. Et puis en bas, si on glissait, il y avait peut-être pas des grosses crevasses, mais des mini crevasses, des trous, je pense. Et c'était extrêmement dangereux. Il fallait vraiment les cordes, les piolets, les crampons, et pas être seul. Donc, et puis il y avait de la brume, on voit sur la photo de gauche, il y a un peu de brume, mais c'était pire après. Et là, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et je voulais le faire, ce trek. Donc, je suis revenue en pleurant. Enfin, en pleurant, parce que j'ai dû accepter la défaite, en fait. Je suis revenue au premier refuge que j'avais vu. Et donc, j'ai pas pu faire ce trek, malheureusement. Mais voilà, je vais vous parler un petit peu quand même de la... Vous avez bien fait, je vous le dis. C'est vrai, Bien fait, monsieur me dit que j'ai bien fait. Alors là, c'était beaucoup plus prudent. Ouais. Et donc la meilleure période, parce qu'on a un auditeur voilà, qui a fait le trek, c'est plutôt de le faire en septembre. Août. Ouais, août, voilà, ouais. Août. Peut-être pour éviter la foule, peut-être septembre, mais ouais. Septembre, c'est bien. Donc voilà, mais un très beau trek, vraiment. Donc moi j'ai vu que le début, mais j'ai fait d'autres ascensions autour. Je reviens. Alors je parle des refuges au Japon qui sont un petit peu plus chers que les refuges en France. En France, un refuge en demi-pension avec le petit déjeuner, puis la nuit c'est 40-45 € à peu près. Au Japon ça pique un peu. Moi je me rappelle, c'était 10 000 yens à peu près. Ouais, autant ça peut être aussi 15 000. Bon, ouais. Donc il y a le repas, il y a la nuit aussi. Bon après c'est une autre ambiance, un peu moins rustique que chez nous aussi. Mais et puis vous voyez par exemple l'un des repas donc, qui peut être servi dans les refuges. J'en parlerai après, mais on a dormi aussi dans un refuge au Mont Fuji. Là, c'était 15 000 yens. 15 000 yens, c'est l'équivalent de 120 € à peu près. Mais pour le premier refuge, j'avais payé que 10 000. Juste à côté de ce premier refuge, donc il y a l'une des montagnes sacrées, le mont Tateyama. Toujours avec cette brume. Alors c'est très bien, c'est très fantasmagorique. Hein. Mais voilà, donc au-dessus de cette montagne, il y a ce fameux Tori. Il y avait deux bâtiments, je crois. Il y avait ce petit temple aussi, avec une cérémonie qui peut être réalisée. Et il y a la fameuse petite échoppe, en fait, où on peut acheter les omamori, donc ces petites amulettes porte-bonheur, que ce soit pour la santé, pour le travail, etc. Excusez-moi. Donc voilà à quoi ressemblait le paysage en juillet. Beaucoup de neige. Et Mulhodo, c'est l'une des stations alpines la plus haute, je crois. Et voilà, elle est réputée parce qu'il y a beaucoup de neige, même en juin, juillet, ou peut-être août après, je ne sais pas, mais en juillet, mi-juillet, c'était comme ça. Donc après, c'était très joli. Hein. Donc j'ai pu faire vraiment le tour des montagnes autour. Ça prend une bonne journée et c'est très bien. Il y a des stations thermales aussi. Pardon. Donc voilà, là c'est moi en train de galérer. Et donc après l'ascension de Tateyama, donc on peut reprendre le train et donc se diriger vers Kamikochi, donc avec plus de sûreté et de sécurité. Et juste à côté, il y a ce fameux barrage voûte, qui est le plus haut et le plus grand du Japon, donc c'est le barrage de Kurobe. Et c'est très impressionnant, on peut le voir un peu sur la photo de gauche ou celle de droite. Il y a
des tonnes d'eau en fait quoi, qui se déversent et donc on passe au-dessus et après on peut passer tout autour. Il y a vraiment un chemin pour les piétons. Bon, c'est pas une ascension de montagne, mais voilà, c'est à côté et c'est très intéressant. Et donc après, juste la tente. Je passe un peu du coq à l'âne, excusez-moi. Mais bon, juste après voilà, le barrage, donc arrivé à Kamikochi. Mais le camping, alors je connais pas tous les endroits, mais je crois que le bivouac en règle générale est interdit. C'est comme en Suisse. Donc on n'a pas le droit de planter sa tente n'importe où. Et puis là, on fait attention quand même au Japon. Bon, ça, c'est ma tante, on peut rentrer à 2 dedans. Elle fait 1,5 kg. Et bon, là, j'avais loué voilà, un emplacement sur le camping. C'était vraiment pas cher. Je me souviens plus des tarifs. Hein? C'est pas cher du tout, c'est pas cher. Millienne. Oui, 1 000 ouais. Bon, bah, 1 000 voilà. C'était vraiment pas cher. Et là, on plante sa tente et puis c'est magnifique. Voilà, tout ce qu'on peut voir. Ça, c'est Kamikochi. Donc, c'est vraiment les Alpes du Sud. Autour, voilà, il y a aussi plein de montagnes à faire. En face, vous voyez sur la deuxième photo au centre, donc oui, quand on fait du trek aussi, on boit les bières, hein, voilà, hein, c'est après la rando. On dit que c'est bon pour les muscles et il faut s'hydrater aussi. Mais sur la photo avec la bière, donc on peut voir une montagne au loin qui est aussi très haute. Et là, j'avais demandé aussi, voilà, je continue, est-ce qu'on peut la monter? Il me fait non, là, il faut encore les piolets, les crampons. Et là, il y a énormément de neige, donc voilà, j'ai pas pu y aller aussi. Juillet, c'est la joie des moustiques aussi. Il n'y a pas que les cafards au Japon, il y a aussi les moustiques. Et là, c'est l'encens. L'encens, c'est pour éloigner les moustiques. Alors, je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas, mais ils vendent beaucoup ça aussi au Japon. Puis, c'est une jolie forme. Alors, à côté de Kamikochi, il y a cette montagne Chogatake, qui fait 2600 mètres à peu près. C'est très facile de la rejoindre. Pas d'ours en vue aussi. Et donc, bah, tout autour, on peut voir les montagnes qui sont enneigées. Et puis sur la photo de droite, voilà, la folie du kendama aussi. Bon, au Japon, voilà, ils connaissent le kendama, donc c'est un peu moins exotique. Mais dans d'autres pays, c'était mieux. Autour, voilà, il y a une autre montagne, la montagne de feu, Yakedake. C'est ça, oui, Yakedake. Et la montagne de feu, un petit peu moins haute. Encore beaucoup de brume, beaucoup de vent. Mais puis aussi avec des échelles pour accéder à la montagne. Donc voilà, c'est une autre ascension. Et puis bah voilà, là je suis avec le drapeau. Il y avait beaucoup de Japonais qui étaient sur place. Et ce qui est bien, c'est qu'après un trek sur Kamikochi, bah, il y a les stations thermales. Donc c'est très, très agréable, c'est très beau. Et c'est très facile d'accès de Tokyo. Hein. Je ne sais pas si Michel, vous conseillez des gens à aller à Kamikochi? Kamikochi, oui. Ouais. Fois, j'ai envoyé. D'accord. J'ai fait une randonnée moi-même dans la vallée. Ah, bien. Vous n'êtes pas monté là-haut? Non. Pas de matériel. D'accord. Ouais, là, c'est matériel randonneur, mais il faut les bonnes chaussures. Alors là, c'était la partie voilà, sur le trek. Bon, malheureusement que j'ai échoué, mais on pourra en parler tout à l'heure avec l'un de nos auditeurs. Là, je vais vous parler du mont Fuji, donc plus simple. Alors, l'idée, c'était avec une amie qui doit nous écouter aussi. Petit coucou. L'idée, j'avais une amie à qui j'enseignais le japonais, elle avait 14 ans à l'époque, et on se disait, bah, quand on se rejoindra au Japon, quand j'irai au Japon, on fera 2 choses. On fera du shopping à Tokyo, et on ira monter le mont Fuji. Voilà. Et 10 ans après, elle est partie donc en échange, grâce à l'université Lyon 3 encore, elle est partie en échange, et là, bah, moi j'y étais aussi, donc en fait, on a monté le mont Fuji ensemble, avec 2 autres amis, le jour de son anniversaire. Et on n'est pas parti du bas, enfin vraiment du lac de Kawaguchiko, parce qu'il paraît que la route jusqu'à la 5e station n'est pas très jolie. Donc on a pris un bus pour se rendre à 2300 mètres. Et le mont Fuji, c'est 3700 mètres. Donc il y a de dénivelé, il y a 1400, 1500 mètres à peu près à monter. Bon, vous voyez déjà les dernières photos, mais je vais commencer du début. Donc on était 4, on démarre voilà, de la 5e station, on prend un bus de Tokyo, en 2 heures on y est, donc c'est très rapide. On est parti donc avec donc la fille qui est sur la droite, c'est mon amie à qui j'enseignais le japonais, je suis à gauche. Après une autre amie japonaise qui fait partie de l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai, qui a loué tout son matériel au Japon, parce c'était sa première fois qu'elle montait une montagne. Elle avait jamais fait de randonnée. Elle me dit oui, j'ai peut-être monté une colline, mais j'avais 5 ans. J'ai dit d'accord. Bon, on lui a
Donc c'était un grand challenge pour elle, et puis elle voulait vraiment le faire. Et à gauche, voilà, un ami irlandais qui a voulu rejoindre l'aventure aussi. Donc voilà, on prenait, excusez-moi, la voie Yoshida, qui est la voie la plus empruntée. Donc on monte de la 5e station et on va 6e, 7e, 8e station jusqu'au sommet. À chaque station, entre guillemets, il y a un refuge où on peut s'y arrêter pour se restaurer, ou pour y dormir, ou pour se reposer. Et là, les refuges sont chers aussi. Donc on s'est dit, on va pas le faire d'une traite, hein, surtout qu'on était avec quelqu'un qui n'avait jamais monté de montagne. Donc on s'est arrêté quand même à la 7e station, je crois, ou 8e, je ne m'en souvenais plus. Mais c'était vers 3000 mètres. On est arrivé tard, ils nous ont servi un repas. Là, c'était 15 000 yens. Et on a dû rester dans le refuge à peine 4 heures, parce qu'on était arrivé à 8 heures. On mange bien, on a bien bu du saké pour bien reprendre la route. Et on s'est réveillé en fait à minuit pour faire l'ascension de nuit. Alors l'ascension peut se faire de nuit, mais peut se faire de jour aussi. Mais c'est vrai qu'on l'a fait de nuit, dans la nuit avec les frontales. Et enfin, pour moi, c'était vraiment féerique en fait. Et on arrive pour le lever de soleil, qui est quand même le clou du spectacle. Et je conseillerais personnellement de le faire plutôt de nuit pour arriver en fait pour le lever du soleil. Mais après voilà, je l'ai jamais fait de jour, donc je ne peux pas juger. Donc bon voilà, juste avant de se coucher, bon, on faisait un petit peu les rigolos, mais on prend souvent une photo comme ça. En fait, on fait la forme du mont Fuji avec les mains et on se prend en photo. On voyait bien la mer de nuages aussi qui était très jolie. Et voilà, minuit, on a dormi 2 heures, c'est parti. Donc on part avec les frontales sur soi. Après, il y a beaucoup de monde. Alors il faut savoir que quand on l'a grimpé, c'était l'ascension du mont Fuji, enfin la route pour y accéder, était fermée pendant 15 jours parce qu'il y a eu des éboulements, il y a eu des chutes de pierres. Et donc on a failli ne pas y aller. Mais le jour où on avait prévu d'y aller, ils ont réouvert en fait le chemin, la voie. Donc ce qui fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient annulé, qui s'est dit on ne va pas y aller en fait parce que le chemin est toujours fermé. Donc on était très peu sur la route et donc ça a été très fluide. On est monté très très vite, très vite. On est monté à notre rythme. On a porté le sac à dos de mon ami, voilà, pour qui c'était la première fois. Donc on est monté, on est arrivé vers, pas trop tard non plus, vers 4 heures, un petit peu avant 4 heures du matin, au sommet. Et le lever de soleil, comme j'ai précisé tout à l'heure, voilà, c'est 4h30 à peu près. Et donc petit à petit, alors si on arrive trop tôt, il y a beaucoup de vent, donc il fait froid. Il y a des gens, alors je n'ai pas vu, mais je connais des gens qui ont peut-être monté en t-shirt. Pensez voilà que Oui, il y a une autre demoiselle aussi qui était en sneakers. Enfin, vous savez, les chaussures qui sont... Ça glisse en fait, quoi, dessous. Je recommande pas. Mais là-haut, il fait froid. Pardon. Là-haut, il fait froid, il y a du vent. Quand on arrive trop tôt, on se réchauffe comme on peut. Après, il y a des restaurants là-haut, donc on peut rentrer dans le restaurant. Mais il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard aussi. Donc on arrive au bon timing. Et il faut savoir que l'ascension, c'est... Bon, le mont Fuji, c'est un volcan qui est toujours en activité. C'est de la roche volcanique, c'est du sable. Donc ça bousille les chaussures de marche. Et c'est pas... La route en soi n'est pas très agréable, mais c'est le clos du spectacle, c'est quand on arrive là-haut que c'est beau. Voilà, vous le voyez qu'en photo. Mais quand on regarde le soleil levant sur le plus haut sommet du pays du soleil levant et qu'on aime le Japon, on pleure. On pleure de joie tellement c'est émouvant en fait. Ou pour certains, c'est le rêve de certaines personnes en fait de monter le mont Fuji. Et il y a un dicton, souvent on dit voilà, monter le Fujisan une fois dans sa vie, c'est sage. 2 fois, vous êtes fou. Donc après, il y a des personnes, il y a un japonais, il paraît, il le monte 2 fois par jour. Ouais, alors je pense qu'il parle de la 5e station, mais il y a d'autres personnes qui l'ont monté avec un piquet à ressort aussi. Enfin voilà, il y a toutes sortes de personnes qui ont essayé de monter le mont Fuji de certaines façons. Le mont Fuji aussi était interdit aux femmes jusqu'en 1872, parce que les femmes étaient considérées comme impures. Et comme c'était une montagne religieuse, avec une déesse qui vit dans le mont Fuji, les femmes n'avaient pas le droit de monter le mont Fuji jusqu'en 1872, sachant qu'il y en aurait quand même une en 1830 qui s'est déguisée un peu en homme, genre à la Mulan, et qui l'a montée avec une équipe d'hommes, et une Britannique aussi qui l'avait montée après un petit peu quelques années plus tard. Mais officiellement, c'est depuis 1872 qu'on peut monter le mont Fuji.
Et en parlant de cette déesse, c'est la déesse de Sengen-sama, elle a un autre nom mais ça ne me vient pas en tête, qui habite en fait, qui serait à l'intérieur du mont Fuji, et c'est elle qui fait fleurir les cerisiers du Japon. Et c'est cette déesse dont les femmes ne devaient pas provoquer la colère, c'est pour ça que les femmes ne devaient pas monter le mont Fuji. Donc avec le lever de soleil, encore kendama. Avec les peluches, vous voyez bien qu'on est bien contente. On était fatigués, on avait dormi que 2 heures. Donc juste à côté, il y a ce grand tori. Il y a aussi un temple également. Et après ça, à 5 h du matin, on peut manger des udon, bien chaudes. D'autres choses, bien sûr, mais c'est vrai que ça réchauffe vraiment le corps et l'esprit. Et après, voilà, là, il faut redescendre. Après, donc, on redescend tout de suite après, vers 5 h, 6 h du matin, après s'être amusé, prendre des photos. On redescend tout doucement. La descente, ça a été assez rapide parce que c'est vraiment du sable, donc on peut vraiment s'amuser un peu à glisser sur le sable. Et puis on arrive à la 5e station, je pense qu'on a mis peut-être 3 heures à peu près pour la descente. La montée, on a vraiment pris notre temps, on a mis peut-être 4 heures, 7 heures en tout, sachant qu'on peut y arriver plus rapidement si on marche vite. Et 3 heures, 3h30 de descente à peu près. Et ça fait mal aux genoux, la descente. Donc voilà, j'ai à peu près résumé tout ce que je voulais partager avec vous. Et pour boucler la boucle, donc pour le projet de partage au sommet, donc j'ai mis un petit peu tout ce que j'avais fait, mais j'avais visité 6 pays. En tout, j'ai fait 1000 km à peu près. Il y a eu 63 jours de marche. Et j'ai fait plus de 30 cols et sommets. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de sommets. Il y avait moins de sommets. J'ai rajouté les cols aussi. Et après, voilà, il y a plein de kendama qui se baladent un petit peu autour du monde, qui sont dans les refuges. Et puis, partage d'une bière aux côtés d'un ami, ça, j'ai pas pu compter. Voilà, et je termine sur cette citation qui est très célèbre, que beaucoup de personnes ont repris. Mais voilà, ce qui compte, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. Même si on n'y arrive pas, en fait, au but, ce qui compte, c'est pas la destination, mais c'est le chemin qu'on va parcourir ensemble, ou aux côtés d'un ami. Donc, comme pour les Alpes japonaises, j'ai pas pu aller jusqu'au bout du trail, enfin aller jusqu'à Kamikochi à pied. Bon, je l'ai fait en prenant un peu le train. Mais voilà, ce qui compte après, c'est le chemin que j'ai pu parcourir d'une autre façon, aux côtés d'un ami ou aux côtés d'autres trekkers. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ça me permet de boire un peu d'eau. Ça va, j'ai pas parlé trop longtemps. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce qu'il y en a qui adorent aussi la montagne, qui ont fait des treks un petit peu au Japon ou ailleurs, en France, dans le mont Fuji? Non? Est-ce que vous avez envie de faire le mont Fuji? Qui a fait le mont Fuji? Ah, on est pas mal quand même, hein? Mais 6 à peu près. Ouais. Comment c'était? Fatigant. Fatigant, on a. Non, c'est bien, mais moi je l'ai monté d'une traite. Oui. Alors parfois on dit que. Non, de la 5e station. Tout le monde, mais j'ai pas fait le truc hardcore du lac. Voilà. Et certaines personnes apparemment manient des montagnes. Et de monter en une traite, ça peut peut-être éviter, d'après ce que j'avais compris, pas s'arrêter et puis continuer. Ouais. Mais bon, monter 7 heures à partir de 10 heures le soir, c'est vrai que c'est très fatigant. Ouais. On a une personne. Mais c'est vrai que, comme tu disais, se retrouver en haut et puis voir le soleil se lever, enfin, c'est juste magnifique. En plus, ils mettent une musique, mettre encore plus dans l'ambiance. Ouais. Et c'était vraiment bien. Par contre, la descente, c'était pas drôle. Ah ouais, c'est pas drôle, ça fait très mal. Tout le monde tombe, ça fait mal aux genoux. Pour ceux qui... C'est vraiment un plaisir, et puis tout le monde peut je pense que plus ou moins tout le monde peut le monter. Oui. Et notamment, on voit des Oji-chan et des Obatan, donc les grands-mères et grands-pères japonais, je dis grands-pères, ils ont quand même un certain âge, et qui le montent sans trop de problèmes, et je trouve ça vraiment incroyable, et vraiment beaucoup de respect envers ça. Florian, enfin pour ceux qui nous écoutent sur Twitch, mais voilà, Florian aussi a un petit peu parlé de son expérience aussi, il a fait d'une traite, donc il nous parle du mal, le mal aigu des montagnes, le MAM comme on disait aussi.
Il nous a dit que c'était très beau, voilà, pour le lever du soleil, que la descente n'était pas très agréable, et qu'il y avait beaucoup de Obachan et de Oditian, voilà, qui montaient aussi. Et je pense que moi aussi personnellement, la preuve, je suis montée avec quelqu'un qui n'avait jamais fait de randonnée ou d'ascension et qui est arrivé. Bon, fallait y aller un petit peu à son rythme. On l'aidait à porter son sac à dos, mais je pense que c'est vraiment une montagne qui est accessible à tous. Enfin, un sommet qui est accessible à tous. Et, je vais poser une question. Oui. Ça n'a pas du tout été abordé, mais j'ai regardé un peu mon Fuji sur YouTube et tout, et à chaque fois, il parle de problèmes de respiration au niveau de hauteur. Et on voit des gens avec des espèces de bouteilles d'oxygène rikiki là. Est-ce que ça se ressent vraiment qu'on a du mal à respirer, ou est-ce que c'est vraiment comme ça? Il n'y a pas de problème. Ça dépend, je pense, des personnes. Ça dépend. Alors, je suis pas professionnelle sur le sujet, mais je pense que ça dépend de la physiologie de la personne. Ça dépend de son physique. Ça dépend de son niveau sportif également. Alors, moi, personnellement, à ce moment-là, c'est vrai que le mal aigu des montagnes, on y revient en fait. Mais si on n'y va pas doucement, enfin, il y a plusieurs paliers en fait à respecter. Surtout là, quand on dépasse les. Normalement, on dit que ça peut apparaître le mal aigu des montagnes ou des problèmes de respiration. À partir, il y en a qui disent 1500 mètres ou 2000, donc c'est assez bas quand même. Mais moi, personnellement, j'ai pas rencontré de personnes qui ont connu ces problèmes de respiration, mais si je peux apporter un conseil, c'est qu'il faut y aller vraiment doucement, à son rythme. Et dès qu'on ressent qu'on a un mal de tête ou des nausées, par exemple, là, il faut s'arrêter. S'arrêter parce qu'après, le mal aigu des montagnes peut créer enfin, ça peut aller au cerveau, ça peut aller au poumon. Et faut vraiment. Alors, je pense pas au Mont Fuji que ça arrive, c'est pas encore trop. Mais peut-être qu'il y en a qui ont eu des problèmes respiratoires aussi. Ça dépend vraiment de la personne. J'ai un ami japonais qui accompagnait ses enfants Uh-huh. à l'ascension en sortie scolaire. Les enfants étaient sans problème. Et Ouais. puis, Les enfants ont énormément de potentiel, je pense. beaucoup de mal, Ouais. a eu ce mal de montagne, Ah oui? ouais. Pendant l'ascension. Oh là là, ouais. Ça arrive. C'est 3007 quand même, hein, donc c'est vrai qu'il faut y aller. Nous, on a vu des Japonais avec des bouteilles d'oxygène aussi, mais peut-être un peu surprenant, mais Ils emmènent beaucoup par précaution. par précaution, oui, oui, oui. C'est marrant parce que quand on va au magasin Montbel, voilà, il y a tellement de. C'est marrant de voir comment est habillé le randonneur japonais et le randonneur français, par exemple. Il faut faire attention quand on part en montagne, hein, mais il y a beaucoup de précautions qui sont prises par les Japonais, puis il y a tout l'équipement, tout est prévu en cas de pluie, de neige, de vent, de soleil, et c'est beau aussi, ça, je trouve. Oui, justement, par rapport à l'équipement, est-ce qu'on peut le louer sur place? Parce que c'est une contrainte l'été de venir avec Oui. beaucoup de matériel. Et... Exactement, c'est ce qu'a fait mon amie, donc, pour qui c'était la première fois. Elle a loué tout son équipement donc à Tokyo pour 2 jours, donc le jour de l'ascension et après le retour, mais vraiment tout, les chaussures, la veste, le sac à dos, les bâtons, le chapeau, vraiment tout a été loué. Alors je me souviens plus du tarif, j'ai peur de dire une bêtise, ça avait coûté une certaine somme d'argent, mais elle arrivait avec un équipement de professionnel et magnifique, plus en rouge. Et Ouais, parce que, comme vous disiez, il faut être bien couvert quand on arrive au sommet. Et Faut le avoir un coup lendemain, de vent. quand on redescend, il fait 30-35 degrés. Quoi. faut avoir tout, c'est Et après, quand ouais. on passe les vacances, on se balade avec une doudoune, avec des Tout à chaussures fait. de marche. le principe des Ça. 3 couches en montagne, c'est souvent un débardeur, une polaire, enfin un débardeur ou un t-shirt, une polaire pour garder la chaleur. On peut même mettre aussi ou alors un sous-pull qui est en laine de mérino, en fait, quoi, qui va bien garder la chaleur de son corps. Et après, on met la veste en Gore-Tex qui va être le coupe-vent. Donc là, le vent, on le ressent pas, en fait, quoi, qui rentre. Ça coupe le vent et on garde bien la chaleur. Donc c'est 3 couches, normalement. Et après, un pantalon. Mais je sais pas si on... Ah, oui, on la voit là, elle a son sac à dos. Mais elle avait vraiment un équipement de professionnel. Et Je puis... confirme aussi, quand j'ai fait le Mont Fuji, j'ai loué le matériel. Ah oui. Donc Au niveau des chaussures, il n'y a pas de problème de Non. taille. Ah non, franchement. Alors moi j'étais allé direct. En fait, on va les essayer sur place. Donc j'avais fait aussi au départ Tokyo. Oui. Une petite boutique. Et donc en fait, vous essayez les chaussures. Ok, ça c'est bien ça. D'accord. Et après, c'est tout dans un sac. Vous envoyez le sac. Et... c'est parti. Ouais. Est-ce que c'était cher? J'ai pas le prix Ah, non d'accord, plus en tête, d'accord, parce ouais. que ça remonte à... Ouais. C'est mieux. D'accord. Bon, en tout cas, Je peux c'est... pas dire. Ouais. En tout cas, voilà, c'est possible. Ouais. Peut-être essayer de se renseigner ou je pourrais demander Ouais, souvent les clients me posent la question. D'accord. et Je pourrais demander à mon amie japonaise quoi, pour savoir quel est le nom où elle a fait la location. Ça date de 3 ans l'histoire, donc c'est récent, je pense. Ouais. Ouais. Une question? Donc, tu as fait des sommets beaucoup plus hauts en Amérique du Sud.
On dit que les sommets dans des îles, enfin moi j'ai vu le fait de Monte Cinto en Corse, les sommets dans des îles sont beaucoup plus durs et on ressent beaucoup plus l'effet d'altitude, même si c'est moins de 4000 mètres. Est-ce que tu l'as remarqué? Alors, on a une question d'un auditeur qui nous pose la question, est-ce que normalement l'ascension de sommet sur une île est plus difficile que l'ascension d'un sommet sur un continent? C'est ça la question. Est-ce que j'ai remarqué la différence? Alors, je dirais non, pas particulièrement. Après, peut-être que voilà, c'est aussi un avis personnel. Mais au Népal, j'ai pu monter 5400 mètres. Mais comme on y allait très doucement, au début on montait 1000 mètres, après encore 1000 mètres, et après c'était 500 mètres par jour qu'on montait. Donc en fait, on a vraiment respecté les paliers pour pas avoir le mal aigu des montagnes. Un de mes amis l'a eu, enfin un des amis, une personne que j'ai rencontrée sur le trek, et d'autres non. Mais on a vraiment respecté en fait par palier, et j'ai pas trouvé... Au Népal, j'ai pas du tout souffert. Moi, j'ai souffert sur les glaciers. Alors les glaciers, ça c'est l'alpinisme. Ça c'est de la rando. C'était, je sais pas si vous avez fait de l'alpinisme aussi. Mais l'alpinisme, c'est un autre monde. Faut aller très vite. Faut vite arriver au sommet. On reste 10 secondes sur le sommet, on prend la photo, on descend. On n'a même pas le temps d'en profiter ou de manger un petit truc. Parce que voilà, la météo peut changer en fait je vais pas dire d'une seconde à l'autre, mais peut changer très vite. Il peut y avoir un typhon, une tempête, et après on se retrouve coincé. Les glaciers fondent. Voilà, il faut rentrer avant 10h, 11h. Et en fait, c'est pour éviter tous ces dangers-là qu'il faut vraiment se dépêcher. Donc l'alpinisme, on n'en profite pas. Ouais. C'est beau, c'est dur. On traverse des crevasses, on dit si je tombe dedans. mais ouais, la rando, voilà, je peux faire un peu la rando. Est-ce que je peux éventuellement compléter un tout petit peu pour Bien sûr. Le monsieur par rapport à la difficulté de la montagne? En fait, c'est pas forcément lié à la continentale ou à une île. C'est plus lié en fait à la nature et à l'âge de la montagne. Donc en fait au Japon c'est une des montagnes les plus jeunes au niveau continental, au niveau sur la Terre, elle a que 2 millions d'années. Donc ça reste quand même si Jessica l'a pas trouvé très difficile, ça reste quand même une montagne difficile parce qu'elle est jeune. Donc elle est relativement peu érodée. Contrairement à nos Alpes en France où on a déjà eu de l'érosion, des phénomènes d'érosion qui vont avoir déjà aplani les Alpes. Et là, en fait, tu parlais des crêtes et tout ça, on est vite sur des montagnes assez anguleuses, notamment dans les Alpes, qui a une particularité au Japon, parce qu'on est sur une île volcanique, et là, c'est une particularité, c'est au milieu du Japon, on va avoir cette chaîne de montagnes qui s'est soulevée, on va retrouver des granites, et qui sont quand même relativement difficiles. Alors, vous l'avez vécu au Monte Cinto, je te connais aussi un petit peu en Corse, mais c'est pas lié en fait au fait que ce soit une île. Si, alors, d'un certain côté si, parce que c'est c'est lié à l'ancienneté de cette chaîne de montagnes, et souvent les chaînes de montagnes sur les îles, c'est le cas aussi de la Réunion, sont plus jeunes en fait, et donc plus difficiles. Et c'est que lié à l'âge et la nature de la montagne, pour faire simple. Voilà, je me suis permis de Merci pour le commentaire. Moi, j'avais pas du tout l'information ou la connaissance. La Réunion aussi, c'est aussi une très belle randonnée qui est à faire avec beaucoup de volcans, actifs ou pas. Mais une question. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des périodes où on ne peut pas monter le mont Fuji? Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. L'ascension du mont Fuji est ouverte en juillet et en août, habituellement. Alors, je ne sais pas si ça commence au 1er juillet, mais c'est juillet-août, grosso modo. Des amis ont essayé aussi de le monter en septembre, fin septembre, alors qu'ils ils s'y connaissent beaucoup en rando, ils font beaucoup de rando. Ils m'ont dit, ah ouais, en septembre, c'est plus dangereux quand même. Puis il y avait de la brume, ils ont failli se perdre. Donc oui, dans juillet, août, quand il y a du monde, c'est mieux, je pense. Ouais. Mais excusez-moi. Ouais, si. C'est autorisé ou c'est interdit de monter? Ouais, ça c'est le Japon. Est-ce que dire non, vous passez pas ou vous passez, mais par contre vous démerdez? Non, je pense qu'on peut toujours passer à travers. Non, il y a une barrière. Il y a juste une barrière en fait. Ah oui, c'est interdit. Après, je sais pas qu'est-ce qui arrive si on se fait attraper, mais une amende, oui, voilà, une amende. Une amende. Après, je sais pas. Je connais pas d'amis qui se sont fait attraper non plus, mais je sais que selon lui, en septembre, voilà, il y avait juste une barrière et voilà. Et c'est comme
comme le bivouac aussi qui est interdit, je pense qu'il y en a qui plantent leur tente aussi, en fait. Hein. Mais- Si tu veux, je peux donner juste une précision sur le bivouac, notamment dans les parcs. C'est un parc national, les Alpes japonaises, Ouais. entre Murodo et Tenekoti, donc il est interdit. Néanmoins, en fait, dans les consignes de sécurité, ils encouragent les gens à partir avec un équipement de tente. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut l'utiliser qu'en cas justement d'extrême urgence, s'il faut ça pour s'abriter. Donc en fait, dans l'absolu, ce qu'ils veulent pas, c'est que les gens ils fassent du bivouac pour bivouaquer. Donc il y a les aires de bivouac sont prévues à côté des refuges, et ils veulent pas que les gens se campent un peu n'importe où, surtout pour le respect de la nature. Ouais. Voilà. Ça laisse des traces. Mais Après. si jamais, en fait, en réalité, on est pris dans la difficulté, ils préféreront toujours privilégier la sécurité des gens. Ouais. Non, c'est vrai. Puis après, il y a tellement du respect en fait au Japon, parce que même si les gens bivouaquent, ils vont bien rapporter, je pense, aussi leurs ordures chez eux. Les Japonais, surtout. Oui, j'ai une question. Je regardais l'image du mont Fuji qui est à ma gauche là, et je me disais, est-ce qu'il y a des montagnes autour du mont Fuji qui sont réputés, on peut monter pour avoir justement une vue, parce qu'elle est magnifique cette vue en général. Est-ce qu'il y a des endroits réputés où les gens vont pour avoir le lever de soleil avec le... Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un nom sur la photo d'ailleurs? Non, pas foncièrement. Non, qui aurait pris la photo? Alors, moi personnellement, malheureusement, je suis désolée, j'ai pas l'information. Je ne sais pas d'où est prise la photo, on pourra regarder. Mais après, moi, je ne sais pas du tout de quelle montagne, en fait, on pourrait avoir une belle vue du mont Fuji et du lever de soleil en plus. Parce que c'est vrai que si on va au Japon, on se pose la question, est-ce qu'on monte au mont Fuji? Est-ce qu'on essaie d'aller à un endroit où... Bien sûr. Après, c'est symbolique, en fait, de faire l'ascension du mont Fuji, c'est aussi ça. Ouais. Ouais. On peut se renseigner. Hein. On peut se renseigner. Peut-être que Michel a l'information. Il y a un téléphérique qui mène à un point culminant en face du mont Fuji. D'accord. Ouais. À Kawaguchiko, c'est là où on retrouve les lacs autour du mont Fuji. Hein. Apparemment, il y a un téléphérique. Oui. Et donc, du sommet, du point où on arrive, en fait, peut-être qu'il y a une belle vue aussi. Est-ce qu'on peut monter? Je pense qu'il doit y avoir une sorte de programme, en fait, quoi, pour y arriver, pour le lever de soleil. Oui, certainement. Certainement, oui. Ouais. On part, on prend le téléphérique à 4 heures et puis on est là. Le téléphérique, il grimpe pas mal. Hein. D'accord, peut-être là alors. Oui. Ouais. Là, ça doit être pris vraiment autour. Mais c'est vrai que la mer de nuages, à Hokkaido aussi, il y a des endroits où on peut voir la mer de nuages comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Ouais. Vas-y. Question sécurité, parce qu'on a entendu il y a quelques années des gens qui se perdent en montagne au Japon, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens déjà sûrement de ne pas partir sans préparation, mais quelles seraient les préparations à la fois physiques, à la fois matérielles, etc. pour pouvoir faire ce que tu as? Alors, niveau matériel, moi au début j'avais pensé à partir avec une balise GPS, mais c'est un coût assez important. Ou partir avec une sorte enfin c'est pas d'alarme, mais un ami avait utilisé ça en Afrique en fait, quoi, qui permet après de se faire rapatrier en fait, je sais plus quel nom ça porte. Bon, la balise GPS était à un prix très important, donc j'ai abandonné. Par contre, ce que je fais systématiquement et ce que je conseille aussi aux gens avant de partir en rando, en trek ou une ascension, c'est de dire où on va, de laisser peut-être le tracé aussi à quelqu'un. Donc je pars de tel point et je vais jusque là à peu près. Si on peut donner le tracé GPS à cette personne aussi, mais toujours prévenir quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des accidents en alpinisme ou en rando, qui ne préviennent pas, ou volontairement ou pas, et quand ça leur arrive après c'est plus difficile pour les retrouver. Donc moi niveau matériel, pour prévenir s'il se passe quelque chose, oui, il faut bien prévenir, il faut bien le dire. Après, niveau matériel de trek, tu veux savoir ce qu'il faut emporter ou non. Oui. Tu parlais beaucoup de trois couches tout à l'heure. Oui, après, il faut le minimum parce que c'est vrai qu'on porte sa maison sur soi, voilà. Comme les tortues. Alors, pour l'équipement matériel, oui, moi j'avais... alors, j'ai tout acheté, bon, un peu à Montbel quand j'étais au Japon, mais j'ai tout acheté au Vieux Campeur, principalement, parce qu'ils ont du très bon matériel. Vous savez, c'est des magasins qu'on trouve à Lyon, à Guillotière, notamment pour Lyon. Je suis pas allée à Decathlon, mais ils vendent du très bon matériel, donc il faut avoir systématiquement ces 3 couches, sa veste en Gore-Tex pour la pluie, le vent. J'ai une doudoune aussi, une doudoune avec du duvet à l'intérieur, du duvet de
d'oie ou de canard, donc ça tient très très chaud. Et ça, c'est très bien. C'est bien d'avoir une doudoune aussi. Faut avoir des bonnes chaussettes en laine de mérino aussi qu'on peut porter plusieurs jours. Ça pue pas. Faut pas acheter des chaussettes en coton. Un bon pantalon de trek aussi, et pas un pantalon en Gore-Tex parce que c'est très difficile à marcher. Un bon pantalon quoi, qui coupe le vent, voilà, pour pas avoir froid. De très bonnes chaussures de marche aussi qui soient en Gore-Tex. Enfin, le Gore-Tex, je sais pas si vous voyez ce que c'est cette matière en fait quoi, qui est imperméable. Donc de très bonnes chaussures aussi, voilà, qui sont imperméables. Des lunettes également, comment on appelle ça? Pas des bobs, les foulards qu'on met. Je sais plus comment voilà, un boeuf, un bouffe, voilà, un bouffe. On peut faire plusieurs coiffures avec, on peut le mettre là pour protéger le front. On peut faire en mode samouraï, en mode moine, enfin on peut faire plein de choses, c'est bien le bouffe. C'est vrai qu'il y a tellement de choses, et puis après, voilà, avoir sa couverture de survie aussi, des médicaments. Il y a plein de choses, mais ça, parce que j'avais fait une liste sur mon site, je sais plus. Et après, niveau physique, non, moi je dirais, c'est plus on monte de montagne, plus on va avoir, tout début, 500 mètres de dénivelé positif, bah, c'est énorme, c'est horrible. Et après, c'est tellement facile. Quand on en fait plusieurs fois, après on peut faire 1000 mètres, 1300, 1500 dans la journée, et ça va. Mais on s'entraîne en fait au jour le jour, je dirais. Est-ce qu'il y a un numéro téléphonique d'urgence comme le 112 en France ou en Europe? Au Japon? Oui. Ah, ça, je me suis pas renseignée. Ça, c'est pas bien. Ça, je me suis pas renseignée. Il y a un numéro d'urgence. Alors, je sais plus quel numéro c'est. 110 119. 119. En fait, c'est la police. C'est la police, ouais. D'accord. Donc un conseil, si vous allez randonner en montagne au Japon, prenez une assurance. Parce qu'en fait, les secours au Japon sont payants. Donc une intervention d'hélicoptère, ça coûte très cher. Ouais. Donc c'est vraiment le conseil, c'est la grande différence avec la France et l'Europe, c'est que les secours sont payants. Donc c'est quasi obligatoire de prendre une assurance. Mon bel vend des assurances. Moi, j'ai prendre des assurances. Ouais. Voilà, c'est un grand conseil que je vous donne parce qu'on n'a pas cette habitude. Moi, j'avais pris mon assurance chez Vieux Campeur. Hein. Ou du coup, C'était vous très êtes bon. aussi assuré si Ouais. vous avez une carte Vieux Campeur. Ouais. Vous êtes assuré. Vieux Campeur était très très bien. Ouais. Mais il y a la Au Mont-Bel. assurance du club alpin est la seule assurance qui prend pour le mal des montagnes. Ah, Il y a peu d'assurances. D'accord, ouais. Voilà. En fait, être assuré pour ce qu'on appelle un secours et sauvetage en montagne. Et alors certains, juste petite précision quand même, ont des seuils qui sont assez bas, simplement 5000 euros. Et 5000 euros pour un secours, un sauvetage en montagne, c'est pas suffisant. Il vaut mieux le double. Il vaut mieux être assuré sur 9 ou 10 000 euros. D'accord. Voilà. On dit qu'il vaut mieux être assuré pour 9 ou 10 000 euros à peu près, je dis pour les auditeurs. Pour le secours. Hein. Pour le secours, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des applications GPS comme IFIGD ou qui permettent de localiser sur une carte IGN l'endroit où on se trouve? Les cartes, alors moi je peux en parler de ça, mais moi la carte que j'utilisais, qui est très bien quand on va à l'étranger, je ne sais pas si vous connaissez aussi, c'est une carte qu'on utilise hors ligne, on a les positions GPS, on peut faire des tracés, et c'est une application qui s'appelle Maps.me. C'est une application gratuite qui marche hors ligne. Donc ça veut dire que souvent quand on est en montagne, bon déjà c'est bien d'en profiter de ne pas être connecté aux données ou au Wi-Fi, je pense pas qu'il y en ait, mais on met son portable en mode avion et on peut utiliser, contrairement à Google Maps, on peut utiliser cette application. Et Maps.me, voilà, ça permet faut télécharger la carte avant du pays ou de la région. Donc on a notre position GPS, on peut faire des tracés du point A au point B, c'est quoi le dénivelé, c'est quoi le kilomètre, combien de temps ça prend. Et à pied, pour le vélo, apparaît, ça marche bien, mais à pied, ça marche très très bien. Et ça, c'est une super application. Donc pour d'autres pays, le Pérou, il y a vraiment, le Pérou, il y a vraiment rien du tout, tandis qu'au Népal, il y a du Wi-Fi à 3000, à 5000 mètres, hein, donc voilà. Mais c'est impressionnant, oui. Mais le Pérou, oui, si on a un bon portable, on peut avoir, voilà, on utilise cette application et on se perd pas. Elle est bien cette appli, hein. Ouais, très bien. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, mais bon. Je vois qu'il est presque midi, mais on peut continuer les échanges après. Il y a d'autres questions?
sur Twitch, je sais pas, ou non. Est-ce que vous avez d'autres questions ou mettre fin à la conférence? Non, tout est bon? Puis on pourra discuter avec notre auditeur aussi, qui a pu faire le trek. Bah, merci à vous en tout cas. Merci à vous. Et puis, bah, je vous souhaite, j'espère que vous pourrez aller faire un trek au Japon et faire le Mont Fuji. Merci. Ah, c'est très bien. Ouais, très bien. Intéressant. Ça vous a plu? Merci.